assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, on accueille aujourd'hui Pierre Renaud, qui est CTO et cofondateur de Captme. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, je te remercie. Bon, super. Écoute, je suis vraiment content de te retrouver dans cette émission pour que tu puisses un peu nous parler de toi, ton parcours et surtout de Captme et des défis techniques que tu as dû relever en montant cette startup. Alors, avant de parler de Captme, on va parler un tout petit peu de toi pour savoir un petit peu qui tu es. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui tu es? Moi, c'est Pierre Renaud. Je suis de l'Est de la France historiquement, et après je suis D'accord. devenu normand. Ah oui, Et voilà, une belle exactement. traversée. Ouais, une traversée d'Est en Ouest. Je me suis rapproché de la mer, c'est plus sympa. Et, et côté personnalité, je suis le deuxième d'une famille. Donc j'ai un grand frère, et côté formation, j'ai fait un DUT à la fac de Caen, Ouais. et à la fin de mon DUT, j'ai été chassé par un docteur qui me dit: toi, tu vas pas aller travailler tout de suite, tu vas encore faire des études et tu vas pousser un peu plus loin, et puis il m'a emmené jusqu'au doctorat. Ah, bah, ça c'est Et cool. donc Et donc, tu as fait une j'ai thèse? fait mon doctorat. J'ai fait une thèse sur la fouille de données dans le monde juridique, et D'accord. j'ai travaille avec des avocats sur la contrefaçon de marque nominative, ce qui contrefait pas une marque, et comment on le justifie, comment on l'exploite graphiquement, comment on visualise la jurisprudence, etc. Et cette thèse-là, j'ai fini en 2006, et après j'ai fait 1 an et demi d'enseignement dans ce bourrelet d'étranglement qu'on appelle l'ATER, attaché temporaire enseignement et à la recherche. D'accord. Et j'ai été chassé par Capgemini, qui est venu me voir en me disant: ah, dis donc, des docteurs, il nous en faut, si tu sais pas quoi faire, viens bosser chez nous. Donc je t'avouerai que les sirènes de l'industrie m'ont appelé, et je me suis retrouvé dans l'entité conseil de Capgemini. J'ai passé 6 ans à travers le monde à monter des opérateurs télécoms. D'accord. Bon, bah, c'est chouette, c'est un beau parcours, ça. Et Ça. oui, exactement. Et puis c'est durant ce parcours que j'ai rencontré Jérémy, Ouais. qui a été mon premier patron chez Capgemini. D'accord. Quand je suis arrivé, c'est le gars qui m'a pris sous son épaule et qui m'a dit: toi, maintenant tu vas bosser pour moi. Mhm. Ça a duré 3 mois. Ah, c'était court, c'était intense alors. C'était court à temps, c'est puis là où j'ai rejoint mon entité conseil, et donc j'ai quitté Jérémy, et voilà. Et après, on s'est gardé toujours en contact, on a toujours été en relation, c'est devenu un peu la bonne référence chez Cap, le gars avec qui on peut déconner, boire un café, fumer une clope, enfin bref. Bon, bah super. Avec qui on passe du bon moment dans une Et boîte. il est avec toi sur Captme ou pas du tout? Jérémy, il est avec moi sur Capchemi, C'est bien c'est ce le qu'il me semble. fondateur historique de Capchemi. D'accord. C'est D'accord. Donc vous le êtes deux gars qui a anciens pris de toute la Capgemini en responsabilité. fait qui avaient fondé Captme, c'est ça? Exactement, Ok, exactement. bon, bah, on vous connaît un peu mieux maintenant, Donc ça voilà c'est un petit top. peu la picture de ce que je fais, de qui je suis. Super. Bon, alors Voilà. parlons un peu de Captme maintenant, qu'on sache un petit peu de quoi on va, de quoi il en retourne. Alors, on va commencer par une petite présentation. Alors, je vais faire un exercice qui est souvent très risqué. Je vais essayer de t'expliquer ce que j'en ai compris et tu vas me corriger. Vas-y. Alors, pour moi, Captme, de ce que j'ai compris, c'est une boîte qui propose à des marques de diffuser leurs messages à travers des captchas. Donc, si je prends un exemple d'une marque de boisson gazeuse, tu balances une image qui montre cette boîte de boisson gazeuse et tu dis, bah, et tu poses la question, quelle est la marque de cette boîte de boisson gazeuse? Je vais y arriver à dire. Et l'utilisateur répond et ça permet de valider le captcha du coup puisqu'on a eu une interaction utilisateur complète. Et ça tu travailles, tu sers deux services qui sont la vente de pub en tout cas avec le ciblage etc. et la visibilité pour les marques et aussi le contrôle de est-ce que vous êtes un humain ou pas avec la validation des captcha ou pas. Est-ce que j'ai bien tout résumé ou est-ce qu'il manque des choses? Alors, j'ai pas tout entendu parce qu'il y a un gros lag, Ah, mais de ce que j'ai compris, ça a fité exactement. L'idée, c'est vraiment... Ah! Et oui, j'ai coupé la caméra pour que ça passe mieux. D'accord. Donc, en effet, le principe, c'est de proposer aux marques un support innovant pour diffuser de la publicité où l'internaute est captif. Donc ça, tu l'as bien cerné avec l'objectif de faire recopier un message publicitaire, que ce soit une promotion ou évidemment la marque de l'annonceur. Mhm.
on les rémunère parce que quelque part, on loue des espaces publicitaires sur des sites web. D'accord, ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, D'accord. tu as Ça vraiment rend bien un résumé service, la en plus, ça fait problématique. de la rémunération pour les éditeurs de sites. Ok, super. Bon, allez, parlons un peu techno, parce que finalement, on est quand même là pour ça. C'est intéressant de savoir ce que vous faites. Mais parlons un peu techno. Alors, on va commencer par une petite question que j'aime bien, qui est un petit peu ma question favorite quand j'ai comme ça des fondateurs ou des CTO en face de moi. Quel est le défi Mhm. technique que tu as relevé pour Captme, hein, restons dans ce contexte-là, dont tu es le plus fier? Alors, c'est pas forcément une grande, t'es pas obligé d'avoir déplacé l'Everest, hein, mais est-ce que voilà, c'est la chose qui toi te rend le plus fier un petit peu sur Captme? Ah bah, le plus fier, c'est historique, c'est le Ouais. 15 septembre 2012. Je fais pas encore partie de la société, j'intervenais de manière ponctuelle pour discuter avec Jérémy puis lui donner des conseils. Le 15 septembre 2012, j'étais en Inde en pleine période de mousson, sur la fin de la mousson, et D'accord. le service Captme tombe. Jérémy n'a plus personne pour lui donner un coup de main pour refaire partir le service. Il me chope sur MSN à l'époque, hein, et Ouais. me demande de relancer son service. Et je me suis retrouvé dans mon hôtel en Inde avec la mousson. Donc quand j'insiste sur la mousson, c'est parce que j'avais une connexion satellitale pour la descente et RTC pour la montée. Ah oui, quand Et même. quand il y a beaucoup de pluie, eh ben, l'internet il passe pas. Bah non. Et j'ai passé 4 heures à me bagarrer pour me connecter juste au serveur pour pouvoir relancer les services. D'accord. Et ça a été la première victoire au bout de ces 4 heures. Alors, je te cache pas qu'avec le décalage horaire en France, il était 14 heures, en Inde, il était minuit. Ouais. Et donc, j'ai fait la tranche minuit, 4 heures du matin, un samedi soir, à essayer de relancer le service. Et donc, j'y suis arrivé. Et ça, c'est la première victoire. Et la deuxième victoire, ben, c'est que le service était en Java avec du JBoss et du Grails. Et on avait un problème avec le JBoss qui n'arrêtait pas de planter. Et l'objectif, pour passer en mode PHP, pour avoir une vraie maîtrise sur D'accord. plutôt hasardeux à l'époque. Ça marche. D'accord. Donc du coup, en termes de techno, aujourd'hui, on est comment chez Capsumi? Comment ça s'organise? Bah, une API et puis on Ouais, a hier attends, donc oui, coupe ta de caméra parce diffuser qu'on du. s'en sort pas avec le son, hein. C'est vraiment la galère. Je suis désolé. C'est vraiment la galère. Alors il faut que je trouve. C'est en Hop, haut. Voilà, nickel. Reste comme ça, c'est beaucoup mieux. c'est top ça. Ouais, ça va aller Ok, mieux. super. Donc, Donc on disait en termes de techno, attends, comment ça se passe? bah, la techno, donc on a un frontal avec notre API qui est exposé dessus. L'API, c'est du PHP. Ouais. Et elle va taper sur une base MySQL qui va nous permettre de conserver les logs et l'activité de notre API. Donc notre API, elle se décompose en 4 éléments principaux. Les 3 premiers sont là pour sélectionner le CAPTCHA et afficher la pub. Et le dernier est là pour vérifier que l'internaute a bien répondu au challenge qui lui était proposé. D'accord. Vous avez appelé ça un challenge. Voilà, D'accord. voilà, exactement. D'accord. Donc du coup, vous avez quitté Java, quitté JBoss, quitté Grace, et vous êtes revenu sur du Bah, c'est PHP. surtout que Java JBoss, j'en ai fait en DUT. Ouais. Entre le DUT et le doctorat, il s'est passé 6 ans. Entre le doctorat et Captme, il s'est repassé 6 ans. Java, ça faisait très très loin. J'étais pas très à la page, même si on n'oublie pas de faire du vélo, hein, c'est comme toujours. Ouais. C'est juste que ça m'a gonflé parce qu'on a voulu gagner du temps. On avait cherché à externaliser la reprise du code sur des développeurs certifiés Java. Et les gars, au bout d'un mois de travail, étaient incapables de comprendre ce que faisait le code. Donc, je dis pas qu'il a été mal écrit, je dis pas que j'ai su bien expliquer les choses aux gens, mais il y a un moment où, fait, là. voilà, je me suis dit, bon, on va pas perdre du temps avec Java. PHP, ça marche très bien, c'est facile à coder, les développeurs sont faciles à trouver, et on est parti à fond là-dessus. Et puis, Ouais. ben, ça, le challenge a été relevé, quoi. Absolument. Je comprends, je comprends. Et donc aujourd'hui, en termes d'hébergement, vous avez deux machines, c'est ça? Une frontale, une back? Alors non, on n'a qu'une grosse machine pour l'instant, et là on est en train de faire une grosse transition pour supporter 2 à 3 fois ce qu'on supporte actuellement pour anticiper le futur, mais ça j'y reviendrai après dans les développements futurs. Mais pour l'instant on a juste une grosse machine qui est hébergée chez Claranet, alors je ne veux pas leur faire de la pub, mais ils sont plutôt bons. Bon, bah c'est cool, ça c'est bien de savoir ça. Ok, d'accord. Voilà, D'accord. Et donc du coup, tu es le seul à avoir développé. Donc tu as une API REST, mais l'API, j'imagine, c'est pas une API REST,
C'est celle parce que comment vous intégrez comment on intègre un CAPTCHA par exemple un CAPTCHA CAPTCHME, c'est quoi? C'est un tag JavaScript qu'on pose à un endroit, il y a un gros Alors, paysage HTML à fournir. Comment ça se passe? l'éditeur arrive, il faut qu'il puisse choisir ce qu'il va faire en cas de succès au CAPTCHA et en cas d'échec au CAPTCHA. Ouais, Ça, c'est des choses que nous, en tant que CAPTCHME, on peut faire éditeur. d'accord. Donc, on a ce qu'on appelle un self-care éditeur. Allez, Complète. ok. Donc, ça, les gens sont plus tous documentés et ça leur permet d'avancer. Et derrière, donc, on pousse des solutions PHP, comment nous utiliser sur une base de PHP, comment nous utiliser sur une base de JavaScript /Ajax. Et derrière, pour répondre au CMS du marché, on a développé des modules pour WordPress, Joomla, Drupal, il y a quoi d'autre? Il y a PHPDB, il y a SMF, il y en a plein, quoi. D'accord. Et tous ces plugins-là, l'idée c'est que c'est automatique à installer. On fait les pages de configuration pour que le CMS puisse les afficher et que l'éditeur puisse les configurer derrière. Il n'y a vraiment qu'une intégration PHP ou JavaScript qui est un peu plus laborieuse, parce que là, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, Oui, il faut savoir où est-ce qu'on va taper. Donc voilà. d'accord. Mais pareil, j'insiste bien, c'est bien documenté, c'est bien expliqué. Et dans notre processus d'inscription d'un éditeur, quand il vient chez nous, il s'inscrit, on lui donne ses accès si on valide son site, parce qu'évidemment, on a des contraintes à respecter vis-à-vis des annonceurs. Et une fois que s'il est inscrit, il récupère tout son kit d'installation, il installe, et nous, on fait une deuxième passe pour vérifier que tout est bien installé. Parce qu'au-delà de Ah oui, tu fais une l'éditeur, validation de toi-même, d'accord. Une fois que l'éditeur a je suis bossé. obligé de faire une validation moi-même, parce que si c'est mal implémenté, derrière, l'internaute, c'est pas vers l'éditeur qui va se plaindre, c'est vers nous. Oui, Donc j'ai tout intériorisé en amont le travail pour limiter ensuite en aval toutes les plaintes clients, des gens qui me disent ça marche pas, ça fait pas ce que je veux, etc. Oui, je comprends. Donc ça nous permet de détecter toutes les erreurs d'intégration et éventuellement d'assister l'éditeur quand il a des difficultés, de lui dire ah, mais si tu fais ça comme ça, tu auras plus de résultats ou ça améliorera tes perfs. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, les éléments statiques, donc les images, tout ça, tu les balances directement derrière un Apache normal ou un Nginx peut-être, mais on est sur du Nginx, ouais. Alors les images, en fait, on les transfère pas comme telles, parce que si on les transférait comme telles, les internautes pourraient commencer à étudier les requêtes qui sont envoyées sur le réseau. Et il pourrait détecter que pour tel type d'image, c'est telle réponse. ouais. Donc, on renvoie via PHP un flux complet de l'image, ce qui permet de garantir le côté unique de l'image et son côté non traçable. Alors, c'est marrant, mais j'ai pas compris. Quand je génère Quand tu envoies ton image, tu l'envoies via PHP. Ça, j'ai compris, mais tu t'envoies pas l'image, tu envoies autre chose. J'envoie le contenu de l'image. J'envoie pas une référence à un fichier. Ah oui, bon, ouais, d'accord. Et mais pour la même image, c'est le même contenu. Donc si je balance un MD5 dessus, globalement, je le retrouve. Ouais. Enfin, tu vois, je cherche pas à traquer le truc. Mais non. Du coup, oui, t'envoies pas. Aujourd'hui, c'est l'image numéro 4. T'envoies pas, c'est l'image numéro 6, numéro 7. Tu dis, voilà, tu vérifies si c'est effectif. T'envoies l'image directement pour que ce soit plus dur. Exactement. Disons que c'est complémentaire, je complique la tâche à la personne qui va vouloir m'attaquer. De toute façon, c'est toujours le jeu du chat et la souris. C'est-à-dire, exactement. De toute façon, les pirates sont toujours nuisibles, mais à la fin, c'est toujours les gendarmes qui gagnent. Oui, puis les pirates font avancer les choses aussi, parce que quand on commence à nous attaquer, nous on est obligé de se remettre en question sur la sécurité et puis voir ce qui a été loupé et ce qui peut être amélioré pour limiter les choses. Absolument. Donc là-dessus, c'est un peu le jeu du chat et la souris, comme tu le soulignes, et puis c'est aussi une évolution continue. Mais l'idée initiale, c'est surtout de laisser le moins de traces possible. D'accord. Le moins de traces possible, sur le site. C'est-à-dire, non, mais typiquement, quand je renvoie une image, je vais éviter d'afficher l'image en appel réseau. Je préfère que ce soit renvoyé dans mon API et que ce soit un peu plus laborieux que de voir à chaque fois ah tiens, il a envoyé l'image 7.jpeg, donc je sais que la réponse 7.jpeg, c'est ça. Je comprends. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est intéressant de connaître ces méthodes-là. Et du coup, aujourd'hui, vous avez un frontal PHP, vous n'avez pas de cache genre Varnish ou autre. Vous avez un petit Alors, on utilise quand même un même cache pour limiter les accès MySQL. Ouais.
Et c'est très efficace. Ça nous a divisé par quasiment 3 le nombre de requêtes SQL envoyées sur la base. Donc, du coup, on a une charge assez modérée de la base MySQL et ça, c'est vraiment efficace. Et même cache, tu l'utilises comment en time to live? C'est-à-dire, voilà, tu balances la requête, tu la mets en cache et pendant les 10 prochaines minutes, tu récupéreras tout le temps le résultat du cache? Non, en fait, je crée dans mon même cache un objet par captcha affiché. Ouais. Et cet objet a une durée de vie, Mhm. 40 secondes chez nous, donc je lui laisse un peu plus que 240 secondes s'il y a des latences réseau, qu'elles ne soient Ouais, pas bien trop sûr. perdues. Et à chaque fois qu'il y a une interaction entre le site éditeur et notre plateforme, bah, plutôt que d'aller récupérer l'info dans notre base de données, on va la récupérer dans le même cache, on va mettre à jour le même cache, et qu'à la toute fin, on écrit dans la base de données. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, donc tu fais, d'accord, donc tu maintiens malgré tout deux éléments de données, le même cache et Voilà, exactement, et la base. Parce que la base, c'est pour des aspects historiques. C'est pour pouvoir récupérer l'historique du mois, des 3 mois, des 6 ouais, mois, c'est des pour faire 9 des mois stats, des trucs comme ça. d'activité, pour pouvoir faire les stats, etc. Et le même cache, c'est pour garantir la réactivité. Ça marche, ok, non mais c'est compris. Ok, hein, c'est intéressant. Alors du coup, on a parlé techno, est-ce qu'il y a d'autres éléments de technologie que vous exploitez? Vous avez, par exemple, vous faites du PHP, mais vous appuyez sur un framework, ou vous avez fait du flat Non, 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 je suis de l'ancienne école, hein. J'ai fait mes études en 99 pour le DUT. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de framework de sortie. On nous apprenait à coder dans un fichier plat. Donc, bah, je suis parti avec un super Donc c'est resté comme plat. ça. Ouais, c'est une C'est couche souvent de trucs à un maîtriser en bon choix plus. en termes de perf hein, aussi, hein, d'être en flat. Si tu as des enjeux de perf importants, ce qui me semble être ton cas, c'est pas un mauvais choix non plus. Hein, c'est pas que. Et puis, il faut suffisamment de fonctionnalités, j'allais dire abouties. D'accord. Passer d'un framework et des fois réécrire à la roue en 3-4 lignes, c'est pas dérangeant non plus, quoi. Ok, non, c'est un point de vue qu'on n'entend pas souvent, qui est pas souvent défendu, donc c'est bien de l'entendre. C'est bien de l'entendre, c'est Et vachement intéressant. puis, et derrière, ça me donne une maîtrise complète. Si demain j'avais un problème avec un Zend ou un Symfony, bah, il faudrait que j'essaie de savoir si le problème vient de Zend ou de Symfony. Là, ça vient que de moi. Donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. c'est plus facile à identifier. C'est sûr. Vous êtes en quelle version de PHP du coup? On est sur une 5.3 Ah oui. et ça, j'ai la 7. En fait, j'ai pas fait de mise à jour de PHP parce que je pars du principe que quand ça marche bien, ça sert à rien de changer. Ouais, ouais, je Et comprends. je surveille juste si T'es pas dans les en mises à train de jour. quitter t'es pas en train de quitter la zone de support sur le 5.3, toi? Si, tranquillement. De toute façon, j'attends la sortie de la 7 qui doit arriver, je crois, le 12 novembre ou le 15 novembre Là, tu pour feras faire la bascule. faire une bascule. Ah oui, toi, tu fais pas des petites mises à jour, tu fais des grands pas de géant, toi, quand tu passes de la Bah, 5.3 à la 7. On va bah, être la sur 7, quoi. c'est juste parce qu'ils ont la promesse d'accélérer le code par deux. Ils avaient l'air de Oui, dire dans ce que j'ai vu sur le web, il y avait une vraie optimisation bah, de ils se sont fait performance. embêter par HHVM et d'autres, donc du coup, ils ont fait un peu de. Ils ont bossé un petit peu, hein, parce que PHP, ça a toujours été, malgré tout, un langage considéré comme lent, même si Eh qui ben, est. c'est ça qui est rigolo, c'est que quand j'étais sur JBoss, Ouais, et quand je suis passé sur PHP, je suis pas passé sur PHP comme ça pour le fun, j'ai quand même benchmarké ma machine avant pour m'assurer que tout fonctionnait bien et que c'était plus performant que du JBoss, d'accord. et sur une configuration équivalente. C'est-à-dire que je coupais mon serveur JBoss, je lançais mon PHP, et je coupais mon PHP, je lançais mon serveur JBoss. Mhm. Pour la même configuration et pour un code, quand j'ai refait mon code PHP, je suis reparti du code Java, donc je pense pas avoir trahi l'algorithmique qu'il y avait derrière. Ouais, je Je suis comprends. passé de 21 000 requêtes par heure supportées à 400 000 requêtes par heure supportées. Eh ouais, quand même. Quand même. Le bond a été juste incroyable. C'est Donc, clair. j'arrive pas à savoir si le JBoss était bien configuré ou pas. Comme je suis pas expert JBoss, j'ai pas Ouais. voulu me prendre la tête à optimiser. Mais quand j'ai vu le saut que j'ai fait en avant en passant un PHP, je me suis dit, ouais, c'est bon. Ok. Je vais pas Problème m'embêter tout le résolu, on temps. passe à autre chose, on Voilà, c'est avance ça. maintenant. Next one, c'est quoi ton C'est problème? ça. J'avance. Donc ouais, PHP pour l'instant il répond à mes besoins. PHP 7, ben, je vais voir hein, si ça répond à mes besoins, ce sera parfait. Et puis je peux pas préjuger que dans le futur je réécrirai pas tout en Python ou en Perl parce que c'est des langages qui sont encore plus optimisés. Absolument. Alors justement, là, on parle un petit peu du futur de CapTime d'un point de vue technologique. Est-ce que déjà tu as en tête des futures évolutions techno que tu aimerais implémenter sur CapTime?
Bah alors déjà, le futur, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a la partie hébergement qui va changer. D'accord. On est en train de faire un appel d'offres entre plusieurs prestataires de services, mais là, on va passer avec des load balancers, avec deux frontaux pour l'API, pour qu'on ait une, si elle tombe, la deuxième puisse faire la bascule et que ce soit transparent vers l'internaute. Et on va partir ensuite sur deux serveurs de base de données. On va garder le MySQL historique et on est en train de passer sur MongoDB pour conserver l'information de nos internautes. Et de tout ce que je dis partout sur le web, le passage de MySQL à MongoDB n'exclut pas de garder MySQL, mais l'objectif, c'est de virer les grosses tables où on a besoin d'accès rapide dessus pour les passer dans MongoDB. Et c'est vraiment l'exercice sur lequel je me suis plié, c'est partout où j'ai besoin de récupérer de la stat, autant aller chercher sur MongoDB que d'aller la chercher sur mon MySQL. Donc le challenge maintenant, c'est, alors il est quasiment fini, hein. On a fait les scripts de migration, on a préparé l'architecture, on sait comment la base va être structurée, et à partir de maintenant, on va garder de manière anonyme pour tous nos internautes l'intégralité de l'information qu'on va collecter sur eux. Donc à savoir sur quel pub il a cliqué, sur quel pub il a validé un CAPTCHA, sur quel pub il s'est inscrit, à quelle période, etc. Au lieu de stocker des ordres de grandeur ou des nombres de voilà, aujourd'hui, telle pub a fait aujourd'hui, voilà, exactement. Et puis nous, en termes de reach, on est à peu près sur 6-7 millions d'internautes par mois. Donc certes, le pool, je dirais pas qu'il est invariant d'un mois sur l'autre, mais d'un mois sur l'autre, on collecte de nouveaux internautes. Donc je pense qu'en une année, on pourrait être capable de faire le tour des internautes français et avoir l'intégralité de ces internautes avec un petit peu d'historique à leur sujet. Et le deuxième gros virage, c'est que lorsqu'on a fait notre levée de fonds, parce que Cash a fait une levée de fonds cette année, auprès de Paris Business Angels, un petit coup de pub, et de So WeFound, pour donner un deuxième petit coup de pub. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Et cette levée de fonds, on l'a surtout articulée sur l'aspect Big Data et collecte de données de nos internautes. Et on est parti du constat qu'un CAPTCHA, on faisait recopier une marque publicitaire à quelqu'un ou un slogan publicitaire, et on s'est dit, ouais, on pourrait peut-être poser des questions à nos internautes. Est-ce que t'aimes les voitures qui sont rouges et qui vont vite? Et puis derrière, aller voir un vendeur de voitures rouges qui va vite et lui dire, moi je t'ai trouvé des internautes, ils aiment bien ta voiture. Donc si tu veux leur faire essayer, moi je te les retrouve et je te repousse la pub. Donc on est parti de ce constat-là, et c'est ce qu'on appelle la data third party dans le monde de la pub. D'accord. Et c'est en train d'arriver tout doucement. Il y a encore, jusqu'à l'année dernière, c'était pas trop accepté. Ils aimaient bien les data, ce qu'on appelle les data first party, donc qui est collecté par l'éditeur lui-même, des data comportementales qu'on récupère à travers le surf de l'internaute. Et puis la fameuse data third party, c'est j'ai une information supplémentaire que l'éditeur n'est pas capable de te communiquer, que ton surf comportemental n'est pas capable de retrouver, et que seul moi, je peux t'apporter. Donc vraiment poser une question très très précise et très très ciblée. Et ça va enrichir des segments marketing qu'on va stocker dans notre MongoDB. Et derrière, quand j'ai un internaute qui va revenir, je saurai un peu plus sur ses goûts, sur ses habitudes d'achat, mais je saurai aussi un peu plus sur ses segments marketing, des spécificités qu'il a. Donc les segments, ça peut être simple, hein, ça peut être l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, ça peut être le nombre de personnes dans le foyer, des choses usuelles. Puis d'ailleurs, on peut le compléter. Est-ce que tu travailles dans une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise? Est-ce que c'est toi le dirigeant? Et donc, on peut reconstruire comme ça un profil d'internaute beaucoup plus abouti. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Alors, par contre, du coup, je veux quand même revenir sur un point qui moi, m'a surpris. Mais donc, le projet d'utiliser de passer une partie des données sur MongoDB, c'est pour faire de la stat. Donc, l'idée, en fait, c'est de mettre plein de données et de faire des gros calculs à partir de MongoDB, en fait. C'est ça le projet. C'est vraiment le big data, il va être épaulé par MongoDB, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. C'est ça. Alors, MongoDB, il va servir à deux choses. Il va servir à un aspect temps réel. J'ai un internaute qui vient sur mon réseau, je vais chercher sa fiche dans MongoDB, et à partir de là, je fais le traitement qui va bien pour la fiche de la pub. Ouais. Et puis, derrière, je vais faire des stats sur mon MongoDB pour pouvoir collecter de l'information sur l'avancée d'une campagne, des choses comme ça, que je peux toujours faire avec mon MySQL, mais qui me prend un peu de temps. Je suis obligé de faire. En fait, MySQL, ma grosse problématique, c'est que dès l'instant où je veux requêter dans mes bases qui conservent en temps réel l'activité, je me retrouve à faire des requêtes qui peuvent durer 200 à 300 secondes.
Et c'est autant de temps passé à limiter mon serveur MySQL, à bouffer un worker PHP pour rien. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Les workers PHP, c'est assez du coup, le anecdotique. même genre de traitement sur MongoDB avec les mêmes volumétries, c'est pas du tout on change d'ordre de grandeur en termes de temps de traitement. Mais le paradigme MongoDB est assez stupéfiant de passer d'une vue tabulaire à une vue document. Ouais. Ça change vraiment tout. Et ça change la manière de faire et donc les performances qui en découlent, c'est ça qu'on est en train de dire? C'est un peu ça, parce qu'on ne stocke pas l'information de la même manière. Ouais, et ça fait pas mal de différence. Et je me suis amusé aussi, pareil, quand j'ai voulu passer sur MongoDB, j'avais le choix entre Cassandra, MongoDB, Node4js, etc. Donc j'ai quand même essayé de benchmarker un petit peu et j'avais une table qui faisait 42 millions de lignes. Je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à la passer sous MongoDB et à faire une requête. La même sur MySQL et la même sur MongoDB. Je les ai faites toutes les deux en ligne de commande pour éliminer tout ce qui peut être, comment ça s'appelle, des MySQL Workbench, enfin des interfaces graphiques pour requêter. Comme ça, je me dis maintenant, j'ai plus de bruit, j'ai vraiment que la machine qui me répond. Et une requête qui me recherchait juste le nombre de campagnes qui avaient été diffusées pour ces 42 millions de lignes. Sous MongoDB, je la récupère en 15 secondes et sur MySQL, je la récupère en 1 minute. Ouais. Donc, on divise par 4. Alors après, c'est pareil, je fais confiance à Claranet pour avoir bien tuné mon MySQL. Bien sûr, oui, non, y a mais après, il y a peut-être des leviers sur lesquels mon MySQL n'est pas assez optimisé, que je pourrais le rendre plus efficace. Mais bon, là-dessus, je fais confiance à mon prestataire de service. Oui, je comprends bien. Après, chacun. Puis je pense que voilà, mais ça c'est intéressant. Mais c'est vraiment un mode d'utilisation. Moi, j'avais pas imaginé MongoDB pour les accès temps réel, tout ça, j'avais bien en tête. Je l'avais pas imaginé utilisé pour des aspects big data. C'est chouette. C'est vraiment utile. Et là-dessus, j'ai refait encore un coup de pub. C'est le CTO de Blendblow, donc une société qui fait des machines à cocktails. Je l'avais rencontré il y a de ça 2-3 mois et il me dit, mais tu dois stocker des volumes considérables de données. Et, comment tu fais? Alors, on a discuté une petite demi-heure de ce qu'on vient de faire là tous les deux. Et à la fin, il me dit, mais je te conseille d'anticiper très rapidement ta montée en charge en termes de base de données parce qu'il y a un jour où tu vas vouloir le faire et il sera trop tard. Donc, j'ai commencé à anticiper là maintenant, parce que notre serveur, il supporte la charge, il peut être utilisé à 25 ou entre 25 et 50% de ce qu'il peut encaisser, donc on a encore de la marge. Mais je suis vraiment parti dans cet objectif de le jour où il sera trop tard et que je me rendrai compte, je vais perdre un temps fou et ça va être la guerre toutes les minutes pour améliorer les perfs. Donc, autant l'anticiper. Et voilà. Après, pour le big data, je suis un data miner à la base, c'est ma formation doctorale. Bien sûr. Donc, j'ai aussi conçu la structure de mes documents pour pouvoir avancer dans cet aspect-là de big data et de rechercher de la connaissance induite à travers mon modèle de données. D'accord. Ok, donc on a parlé du passage à MongoDB un petit peu. Et du coup, quelles sont les données par contre que tu avais laissées dans MySQL du coup? Pour l'instant, dans MySQL, j'ai laissé toute la partie ad serving. Donc, le paramétrage des campagnes. Le paramétrage des campagnes, le paramétrage des univers. Pour l'instant, j'ai vraiment fait migrer que ma partie internaute. D'accord. Il y a assez peu de données finalement là-dedans aussi. Non, il y a assez peu de données. On parle de dizaines de milliers de lignes à tout casser pour les campagnes et les univers. Les univers, on en a à peu près 2000 d'enregistrés dans notre réseau. Des campagnes, on va franchir la 1000e campagne le mois prochain. Donc voilà, et par campagne, il y a entre 1 et 10 captcha. Donc c'est pas des grosses bases, quoi. Non, bien sûr, d'accord. Ce qui prenait vraiment de la place dans mon MySQL, c'est le stockage de l'historique. Bah oui, bien sûr. Et du coup, si je comprends bien, il va pas tarder à sérieusement ça va être encore pire si tu veux. D'après ce que je comprends avec tes nouvelles méthodes d'historisation, ça va faire que s'aggraver cette situation. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai tout intérêt à l'envoyer ailleurs que dans mon MySQL. Absolument. Ok, non, c'est intéressant. Est-ce que du coup il y a d'autres éléments? Tu parlais du changement de langage ou éventuellement d'architecture technique? L'architecture technique, pour l'instant, je la trouve assez robuste. Là où elle va changer, c'est quand on va changer d'infra, parce que comme je te le disais, on va prendre des load balancers avec des API séparés pour l'idée d'avoir deux prestataires de services. Comme ça, s'il y en a un qui est carafe, on passe sur le deuxième. S'il y en a un qui répond moins vite que le premier, on passera sur l'autre. L'idée, donc, c'est de l'optimisation. Derrière, ça veut dire qu'il va falloir que mes mêmes caches ils soient mutualisés entre les deux API. Ça veut dire que le MySQL, il va falloir faire du clustering. Le MongoDB, pareil.
Ouais, Voilà. là, va te falloir un Et, prestataire de service un petit peu aguerri pour gérer tout ça et faire les migrations. exactement. Bah, les migrations, je pense pas qu'elles soient longues. Ce qui va m'embêter, c'est la coupure de service qui va durer une petite minute, le temps de faire la bascule. Et le temps de la bascule, bah, il va falloir que je rattrape les données et ça va m'énerver, quoi. Ouais, fatalement. Parce qu'il y a une petite tranche horaire à récupérer proprement pour pas perdre de statistiques auprès de nos éditeurs. Évidemment, évidemment. Bon, bah, c'est des beaux projets tout ça, c'est des belles évolutions, ça fait plaisir à entendre. Ouais, mais ça reste somme toute assez simple, quoi. On n'a pas mis de gros bazooka pour éclater une mouche, quoi. Je garde toujours à l'esprit le keep it simple and stupid, hein. c'est ça. Et plus ça l'est, et plus c'est simple à gérer. Donc, mais après, je peux pas préjuger de ce que ça va donner dans 5 ans, quand on sera devenu gros, milliardaire, et qu'on aura des problèmes de riches, Voilà, avec des ça, infrastructures de on fou. peut pas préjuger, c'est ça. On peut pas savoir. Ok, ok. Bon, eh ben écoute, ça fait une bonne demi-heure là qu'on discute, donc alors on va poser deux questions encore. Est-ce qu'il y a d'autres éléments technologiques sur Capmid sur lesquels tu voudrais nous entretenir? C'est- Vas-y. Non, non, c'est est-ce qu'il y a Bah, d'autres éléments? d'autres éléments technologiques, non, parce que je t'ai présenté le projet vraiment je suis même pas dans la grosse maille, quoi. Je suis Ouais, allé, dans les détails. voilà, je t'ai fait les composants, ce qu'on avait, donc non, on n'a pas Il n'y a n'a pas pas de d'autres éléments sur subtilité. lesquels pas de finesse en plus. Non, mais d'accord, Voilà. c'était pour savoir s'il y avait d'autres choses que tu avais envie de nous parler. Ok, alors moi, du coup, je vais poser mes petites questions de conclusion que j'aime bien. Vas-y. Est-ce que, alors pour nos auditeurs là, qui t'écoutent et qui se disent, tiens, il est intéressant ce gars-là, il pense à des choses chouettes, est-ce que tu aurais des sites que tu vas visiter régulièrement, que tu aimerais recommander à nos auditeurs et qui pourraient aller visiter suite à ta recommandation, par exemple? Bah, alors les sites, côté techno, je me remets à Google et D'accord. généralement j'atterris sur Stack Overflow et des choses comme ça. Donc, Fatalement. parce que je pose pas de questions très très pointues à chaque Ouais. fois. Donc là, c'est généralement la solution est vite trouvée. C'est plutôt des sites de loisirs. Je passe beaucoup de temps sur Corben. Alors même si en ce moment il actualise pas beaucoup son site parce qu'il a des événements familiaux qui fait qu'il n'a pas le temps, mais c'est essentiellement du Corben, du Gizmodo.us, du Gizmag.org qui est pas mal du tout. Ah, Et puis derrière, j'ai aussi une grosse activité de chercheur, donc je continue à aller sur des sites comme faut que tu reviennes. Je t'ai perdu. Oui, t'as disparu. Ouais, mais c'est moi, c'est ma faute. Je cherchais le nom d'un site parce que j'ai que son bookmark. Et du coup, j'ai fait ça dans la fenêtre de Hangout. Ah. Donc, je me suis fait avoir. Ok. Donc, c'est technoscience.net où je vais beaucoup. Ce D'accord. site-là, je l'aime vraiment bien. Il est toujours à la pointe de l'actualité scientifique, mais pas trop sur l'informatique, plus sur le vivant, l'espace et l'industrie. D'accord. Donc, Bon, bah super. je vous invite à aller les voir. Ça fait, voilà, il y a ça, il y a Futura Science aussi, qui sont pas mal. Ok, super. Voilà. Et si on après, veut te la retrouver presse sur visuelle, Internet, où est-ce qu'on peut faire ça? moi, je suis pas quelqu'un de social, donc j'ai pas de Facebook. Donc déjà, on me D'accord. retrouvera pas sur Facebook. Bon, On me retrouvera sur LinkedIn, sur Gadeo. d'accord. Donc on puis, donnera les c'est liens à peu LinkedIn près et tout. Viadeo dans les notes de l'émission si les gens veulent rentrer en contact avec toi pour continuer la Ouais. conversation. Il n'y a pas de souci. Ok, Voilà. super. Eh ben écoute, Pierre, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je suis ravi de t'avoir eu dans l'émission. Et puis, bah écoute, à très bientôt. Eh ben, à très bientôt et merci à vous de m'avoir reçu. C'était Ça un vrai marche. plaisir. Ça marche. Allez, à plus tard. Ciao. Bonne journée. Salut, salut. Et nous, on enchaîne avec la Toolbox.